Madame la Présidente, nous sommes déjà au 3e budget de ce gouvernement, les PEP, si on peut encore parler de l'Alliance les PEP. Et de budget en budget, nous sommes passés du miracle économique au fiasco économique. Pour preuve, Madame la Présidente, les économistes qui d'habitude se montrent toujours indulgents envers le ministre des Finances après la présentation du budget, ont cette fois haussé le ton et ont exprimé leur crainte par rapport aux mesures préconisées dans ce présent budget. Et je ne citerai qu'un nom, Pierre Dinant, économiste réputé et respecté, qu'il n'est plus nécessaire, bien sûr, de présenter. Monsieur Dinant a en effet trouvé que le budget de l'honorable ministre des Finances manque de souffle et qu'il n'y a pas eu grand-chose sur la stratégie économique et concernant l'avenir du pays. Et ce qui me pousse à dire qu'en 3 exercices budgétaires, l'honorable ministre des Finances est en passe de se positionner comme le spécialiste du budget aux lettres mortes. C'est-à-dire que les mesures qu'il a annoncées sont très peu ou jamais appliquées. À titre d'exemple, Madame la Présidente, où sont les industries promises aux Mauriciens dans le budget 2016-2017, à savoir la fabrication des bicyclettes, des motocyclettes à Maurice, ou encore la raffinerie d'or et la production de lingots d'or. Et j'en passe, Madame la Présidente. Au lieu d'apporter des propositions concrètes qui vont changer la vie de nos compatriotes, qui éprouvent, il faut bien le dire, année après année, des difficultés pour avoir une vie digne en raison d'une baisse substantielle de leur pouvoir d'achat, le ministre des Finances a présenté un budget fade, dépourvu d'incitation pour ceux et celles qui sont engagés dans la production et l'exportation du Made in Maurice. En effet, Madame la Présidente, avec ce gouvernement qui n'a cessé de vendre des illusions à la population, nous nous retrouverons bientôt dans une situation où les chiffres de la pauvreté risquent d'être gonflés par la classe dite moyenne. Ce n'est pas moi qui le dis, mais un rapport intitulé Mauritius Inclusiveness of Growth and Shares Prosperity, dans un volumineux document, la Banque mondiale dresse la situation des différentes classes économiques à Maurice et dans lequel je retiens cette phrase. The relative sizes of the rich and poor groups remain roughly the same, with a slight reduction in poverty. The upper middle class grew from 49.4% to 52.3% of the population, while the lower middle class declined significantly from 30.5% to 24.9%. Madame la Présidente, quand un pays commence à perdre sa classe moyenne, il va sans dire que tout va mal dans le pays. Et c'est même un avertissement à prendre avec tout le sérieux possible, ce qui est malheureusement annonciateur des pires catastrophes sociales à l'avenir. Il n'est un secret pour personne que beaucoup de Mauriciens vivent à ce jour bien au-delà de ce que leurs moyens financiers leur permettent. Combien de fois n'a-t-on pas entendu des jeunes couples dire « dette l'eau dette » ou encore « l'éducation peut finir tout nous casse » ou « pas capable de faire l'économie ». En quoi ce budget vient en aide à cette catégorie de la population? Rien, Madame la Présidente. Au contraire, bien au contraire, avec un alourdissement de la dette publique, avec tous ces prêts qui ont été contractés par ce gouvernement pour venir soutenir ces 2 derniers budgets, nous nous dirigeons tout droit vers un appauvrissement de la population. Madame la Présidente, ce gouvernement est à l'agonie, acculé par des scandales à répétition, impliquant bien souvent des proches du pouvoir et sa fameuse cuisine. Des scandales dans lesquels le gouvernement n'hésite pas à engager financièrement la population et les générations futures.
Et je trouve cela tout simplement scandaleux, Madame la Présidente, que l'honorable Étienne Sinatambou, porte-parole du gouvernement, s'est permis de venir dire si bizarre la population payait, mais il va payer, faisant référence au méga scandale de 5 milliards qu'est la compensation à être payée à Betamax suivant le jugement du tribunal d'arbitrage singapourien. Finmettre rasoir, ça a été rapporté, finmettre rasoir dans la main Zako, peut-on dire pour reprendre cette bonne expression locale, et qui décrit parfaitement la situation. Aujourd'hui, ce gouvernement tente de limiter les dégâts avec des mesures sans queue ni tête qui, au passage, oublient l'essentiel. Aucune mesure concrète dans ce budget pour relancer le secteur agricole. Et d'ailleurs, comme l'a si bien souligné le président de la Small Planters Association, M. Sungoon. Rien dans ce budget sur la grande promesse électorale de l'Alliance Les Peuples, le salaire minimum. Et à ce propos, Madame la Présidente, ce gouvernement est en train de noyer le poisson avec cette subvention de 1 000 roupies à ceux qui touchent 5 000 par mois et 100 roupies à ceux dans la tranche de 9 751 roupies à 9 900 roupies, qui de surcroît ne sera payé qu'en août de l'année prochaine. De la poudre aux yeux, une fois encore, Madame la Présidente, quand nul besoin d'être un génie pour dire que cette mesure, pour le moins cosmétique, n'attaque pas le problème à la source, qui est la question des bas salaires à Maurice. Dans ce présent budget, le ministre des Finances a indiqué que les conditions attachées à l'attribution des fonds du Corporate Social Responsibility, le CSA, restent inchangées. Madame la Présidente, depuis le budget 2016-2017, un New CSR Framework a été mis en place, comme nous le savons tous, et qui a eu pour effet la création d'un CSR Foundation sous la responsabilité du ministre de l'Intégration sociale et qui est en opération depuis décembre dernier, selon le ministre de tutelle. Sauf qu'à ce jour, cette fondation n'a pas encore décaissé une seule roupie pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. La situation est telle qu'aujourd'hui, beaucoup d'ONG sont sur le point de mettre la clé sur le paillasson, si ce n'est pas déjà fait, car elles sont au bord de l'asphyxie financière. Avant moi, l'honorable Ragouba a longuement lui aussi élaboré sur les fonds du CSR et qu'il faudrait avoir de la transparence dans les dépenses, dans les fonds qui sont alloués aux ONG. Mais il faudrait au moins qu'ils puissent bénéficier de ces fonds, pour qu'on puisse les contrôler, pour qu'il y ait de la transparence dans la gestion de ces fonds. Mais jusqu'à présent, rien. Ils n'ont rien reçu et comme je viens de le dire, ils sont au bord de l'asphyxie financière. Et il n'y a pas un seul responsable d'ONG, Madame la Présidente, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter ces dernières semaines et qui n'a pas été critique envers la façon dont les fonds du CSR sont distribués. Les indicateurs sur la pauvreté à Maurice continuent à grimper. Et selon certaines statistiques, il y aurait environ 24 600 personnes à Maurice qui vivent dans l'extrême pauvreté. Et cela avec moins de 1 640 roupies par mois. Donc, face à la difficulté de trouver des fonds pour aider ces familles, une ONG a trouvé la bonne idée de lancer un crowdfunding à travers Internet pour pouvoir offrir à 1 millier de familles de quoi se nourrir chaque mois. Pourquoi donc, Madame la Présidente, ces fonds du CSR ne sont pas disponibles? Et selon le ministre de l'Intégration sociale, il paraît que dans une de ses réponses en date du 4 avril dernier, il nous avait indiqué que plus de 100 millions avaient été crédités dans les comptes justement du National CSR Foundation venant de la MRA. Mais que fait donc cette fondation avec tout cet argent? Surtout pourquoi les ONG doivent mendier, presque, Madame la Présidente, avant d'obtenir des fonds et qui vont leur permettre de donner un peu d'espoir à des personnes qui sont dans l'extrême pauvreté ou qui sont victimes des fléaux qui rongent notre société.
9 mois depuis que le National CSR Foundation a été mis en place. Et 9 mois depuis que les ONG attendent toujours le décaissement des fonds pour quelques 250 projets. Et dans tout cela, que font les officiers de la National Empowerment Foundation? Madame la Présidente, dans une récente interview de presse, le président de la CSR Foundation a demandé plus de temps. Mais combien de temps encore avant que les ONG puissent enfin bénéficier de ces fonds? Et il va sans dire, Madame la Présidente, que cette grosse machinerie qui a été mise en place depuis 9 mois est complètement en panne, et cela au détriment de ceux qui vivent quotidiennement dans la pauvreté. Outre ces familles, il y a aussi tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont les victimes des méfaits de la drogue, de la violence conjugale, des victimes d'abus sexuels et de l'alcool, entre autres. Avec la fermeture de certains ONG, le désarroi s'est déjà emparé de ces laissés pour compte de la société. L'espoir était aussi chez ceux qui ont des enfants handicapés et qui ont besoin des écoles spécialisées, des écoles particulières pour assurer leur formation et leur intégration dans la société. Les ONG ont besoin de ces fonds CSR pour pouvoir non seulement aider ces personnes et ces enfants en difficulté, mais aussi pour faire fonctionner leur structure, dont les charges sont de plus en plus lourdes. Malheureusement, Madame la Présidente, ce présent budget fait totalement l'impasse sur les handicapés. Ce n'est pas la révision des infrastructures de 4 collèges pour les rendre plus accessibles aux élèves handicapés qui va changer la vie des personnes autrement capables. Et la situation à ce niveau est très grave. Et certains responsables ou militants de la cause des handicapés sont sortis de leur silence depuis la présentation de ce budget. M. Armughan Parasuraman, dont l'engagement est connu mondialement pour les handicapés à travers la Global Rainbow Foundation, est allé jusqu'à considérer ce présent budget de cosmétique. Et je le cite, « Dans l'exercice du budget 2017-2018, les quelques propositions en faveur des handicapés étaient plus cosmétiques qu'autre chose. Nous aurions par exemple mieux apprécié des subsides sur les couches pour adultes et une obligation d'avoir un minimum de rampes d'accès dans les autobus. » Fin de citation. A-t-il notamment déploré sur le peu ou sinon aucune considération de l'État envers les handicapés? Quelle aberration, Madame la Présidente. Nous sommes déjà à la fin de l'année financière 2016-2017. Mais la centaine de millions de roupies est toujours chaud dans les caisses de la CSR Foundation. Le ministre de l'Intégration sociale avait promis en mai dernier, en réponse à une question parlementaire, qu'il allait tout faire pour que ces fonds soient disponibles. Et je le cite, « I have urged the foundation not to wait until the end of June to start payment. They can go out and start analyzing all the proposals, and they can start the payment as soon as possible. » Zéro. Fin de citation, madame. À ce titre, j'ajouterai aussi les propos de madame Jacqueline Forgette, la présidente de l'ONG SENS, Special Education Needs Society, et qui dit qu'il y a un manque de transparence dans le processus d'allocation du budget du CSR aux ONG. Et aussi, pour reprendre les propos d'un honorable membre, les seules personnes qui touchent de l'argent pour l'heure avec cette fondation sont le président et les membres de cette fondation. C'est rien de plus qu'une situation injuste envers ceux et celles qui ont besoin d'être aidés. Dans ce même chapitre, Madame la Présidente, je ne peux rester silencieux sur le sort qui est réservé à certaines personnes handicapées qui touchent une allocation de la sécurité sociale. Après avoir bénéficié d'une pension d'invalide ou d'un carer's allowance pendant un certain temps, ces personnes voient cette allocation qu'elles reçoivent être annulée subitement sous prétexte qu'elles ne répondent plus aux critères de 60% d'invalidité. Je ne sais pas quel est le type de miracle qui a pu se produire entre-temps, qu'une personne qui bénéficie d'une assistance, d'une allocation, parce que cette personne est handicapée, est invalide, et subitement, sans aucune raison valable, cette personne ou ces personnes ne reçoivent plus leurs allocations. Cette situation est décrite, Madame la Présidente,
comme un véritable calvaire, pour ne pas dire une humiliation pour ces personnes. Et je prie donc l'honorable ministre de la Sécurité sociale de trouver des solutions appropriées à ce type de problème, y compris pour ceux qui ont bénéficié d'un don d'équipement de son ministère, mais qui, pour des raisons évidentes, ne sont pas en mesure de se déplacer pour venir récupérer ces équipements qui pourraient améliorer leur quotidien. Madame la Présidente, à la même époque l'année dernière, j'avais dénoncé dans mon intervention les ravages que font les drogues synthétiques dans notre société. Et c'est avec peine, tristesse et colère que je reviens sur cette question une fois de plus. La situation de la drogue à Maurice a dépassé le seuil de l'inquiétude. Tous les indicateurs démontrent que nous sommes désormais une plaque tournante de ce business lucratif dans cette partie du monde, notamment entre Madagascar et l'Afrique du Sud. Et à ce niveau, la République de Maurice a cassé tous les records possibles et imaginables. Des saisies records de drogue dure telles que l'héroïne ont été enregistrées récemment, et cela démontre dans une très large mesure à quel point la situation s'est aggravée. Les faits qui ont été relevés, Madame la Présidente, jusqu'ici devant la commission d'enquête sur la drogue, présidée par l'ex-juge Lam Chanlin, donnent déjà un aperçu de l'ampleur de la situation. Plus grave encore dans ce dossier, ce sont les ramifications qui existent entre les barons de la drogue et différentes sphères de la vie publique, notamment au sein de la force policière, de la douane et de la politique, dont certains enfants la case, dont nous avons tous entendu parler. À ce titre, Madame la Présidente, je voudrais aussi dénoncer de toutes mes forces l'utilisation qu'ont fait certaines personnes issues du mouvement sportif et qui utilisent le sport pour camoufler leur trafic de drogue. Des cas ont été mis au grand jour récemment. Et tout ce que le sport peut représenter comme noblesse a été bafoué et les blessures seront à jamais gravées dans les mémoires. Madame la Présidente, le volume de drogue dure saisi ces dernières semaines donne froid dans le dos. Puisque les barons de la drogue se sont infiltrés partout, la triste vérité de cette situation est que c'est la jeunesse de ce pays qui paye les conséquences. Nous ne voyons toujours pas venir une politique nationale contre les proliférations des drogues à Maurice. Aujourd'hui, nous constatons que les drogues en tout genre se vendent comme des gâteaux piments dans tous les coins de rue. Pour ne citer qu'un exemple, les habitants des régions de Bambou et de Rivière-Noire assistent impuissants à une expansion de la vente des drogues synthétiques dans leur quartier. Depuis des années, les habitants de cette région, où la pauvreté fait ravage, sont désarmés face à l'autodestruction de sa jeunesse. Ils ont constaté que même des adultes se laissent tenter par l'expérience destructrice de ces produits. Et au niveau de ma circonscription, la situation s'est empirée davantage malgré quelques arrestations. Vers qui doivent se tourner ces habitants pour trouver des solutions durables aux maux et fléaux qui les rongent? Et c'est la jeunesse qui est en nette perdition, Madame la Présidente. En effet, la jeunesse reste le maillon faible de ce budget. Qui dit jeunesse dit tout aussi bien l'avenir de ce pays. L'exemple que donne ce gouvernement me pousse à me demander si nous ne devons pas déjà parler d'une génération perdue. Il n'y a pas dans ce budget un seul item qui vise à valoriser cette jeunesse mauricienne, qui elle-même fait face à tous ces maux qui ne cessent de ronger notre société et qui pourraient à terme mettre en danger le socle familial. Madame la Présidente, le budget du Premier ministre et ministre des Finances parle de formation visant à permettre à des jeunes citoyens de postuler pour obtenir de l'emploi sur des bateaux de croisière ou encore être formés pour des Industrial Placement under the National Skills Development Programme. Mais où en sont les initiatives pour aider ces jeunes qui veulent se lancer dans leurs affaires ou mettre en place leur propre start-up? Rien, absolument rien n'a été prévu pour eux, Madame la Présidente. Et le Premier ministre veut nous faire croire que ce présent budget va relever les défis de nos ambitions.
du rêve ou encore du rêve, Madame la Présidente. Et je peux en dire autant pour le service de santé. Le départ de l'honorable Gaillane avait à un certain moment redonné de l'espoir. Mais au contraire, son successeur, l'honorable Snou, quand il est arrivé, en fanfare, il est vrai, mais par la suite, rien n'a changé. Et dans certains cas, la situation est même devenue catastrophique. Comment ne pas évoquer le cas de ces patients qui sont appelés à faire leur dialyse dans les hôpitaux? C'est inadmissible que ces personnes qui souffrent déjà d'une santé déficiente doivent attendre pendant plus de 2 heures avant d'être transportées chez eux par la suite. Et j'espère que l'achat de 5 nouvelles ambulances, comme annoncé dans ce présent budget, va permettre tout au moins à ces patients de rentrer rapidement chez eux après leur traitement. Et je peux en dire autant pour les patients qui souffrent d'un cancer et qui doivent se rendre à l'hôpital Victoria Candos pour obtenir des soins. Il y a une salle d'attente exiguë, des heures d'attente interminables, difficultés pour avoir une ambulance à l'aller comme au retour, des toilettes insalubres. Bref, Madame la Présidente, toutes les conditions sont réunies, non pas pour les soulager, mais pour rendre leur souffrance encore plus insoutenable. Et j'ose espérer qu'avec l'arrivée de 319 nouveaux médecins, les choses vont s'améliorer pour ces Mauriciens qui n'ont d'autre moyen que de se rendre dans les hôpitaux pour obtenir des soins. Madame la Présidente, même le secteur sportif n'échappe pas à cette politique qui consiste à vendre des rêves. C'est le moins que l'on puisse dire avec les propositions qui ont été faites par le ministre des Finances. Pour preuve, on se rappellera que dans une des mesures phares du budget 2016-2017, pour le sport, il était question de mettre en place un plan pour soutenir le développement professionnel de nos meilleurs athlètes en leur offrant un contrat d'embauche en tant qu'entraîneur pour les jeunes sportifs et sportives. Une année plus tard, Madame la Présidente, nous constatons que cette mesure n'était en effet qu'un effet d'annonce, comme tant d'autres pour le mouvement sportif. Dans ces conditions, Madame la Présidente, comment peut-on croire cette fois encore que la proposition de mettre en place un Hall of Fame et un allowance scheme visant à venir en aide financièrement à nos anciennes gloires sportives à la retraite relève d'une réelle intention de les récompenser pour leurs performances passées, performances qui souvent ont fait honneur à la nation mauricienne tout entière. Et j'ai moi-même en plusieurs occasions réclamé dans cette Chambre et ailleurs que plus de considération soit donnée à ceux qui ont défendu et qui défendent les couleurs de notre République. J'avais même dit que ces sportifs vivent un véritable calvaire après avoir fait honneur au sport mauricien. Dans la foulée, j'avais évoqué le cas du boxeur Bruno Julie, tout le monde s'en souvient, je suppose, notre seul médaillé olympique à ce jour, qui avait dû mendier pour obtenir un travail. Le mot est fort, mais c'était le cas. Inacceptable. Et j'en passe sur ce qu'avait dit notre champion en parlant de l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports. Mais je retiens que ce n'est qu'après mon intervention sur le budget 2016-2017, dans cette même Assemblée, que certaines personnes au niveau du CEB avaient pris contact avec Bruno Julie pour finalement le recruter. Si notre champion de boxe a pu trouver une stabilité professionnelle qu'il mérite amplement, je me pose cependant la question de savoir combien de sportifs, qu'ils soient retraités ou actifs, peinent à joindre les deux bouts à chaque fin de mois. Et par la même occasion, je dirais qu'un emploi au CEB, dans le cas de Julie, n'est pas suffisant. Il mérite largement mieux. Une médaille olympique, Madame la Présidente, n'a pas de prix. C'est un exploit sportif de dimension planétaire qu'il fallait savoir saluer à sa juste mesure pour donner aux autres sportifs l'envie d'aller chercher un jour un podium olympique. Idem pour Buckland et Milazar, finalistes mondiaux en athlétisme. 10 000 roupies par mois, ce n'est certes pas négligeable.
pour un bon sportif, mais pas suffisant pour des sportifs de leur niveau. Il est vraiment nécessaire de donner une dimension très forte à ces performances exceptionnelles. À titre d'exemple, pourquoi pas une pension mensuelle de 50 000 roupies serait appropriée pour que l'exploit ait vraiment un sens. Madame la Présidente, il ne faudrait pas que cette mesure long overdue en faveur des sportifs à la retraite demeure une proposition sans suite. Au cas contraire, le mal sera encore plus profond chez nos sportifs. Dans la foulée, il serait souhaitable que le ministre des Sports place tous les sportifs sur le même pied d'égalité. Je l'ai déjà dit ici même dans cette chambre et je le redis, que c'est une démarche malsaine que de différencier les sportifs, les sports olympiques et non olympiques, quand il s'agit de récompenser. Autre mesure que le ministre des Finances a annoncée pour le mouvement sportif est la mise en place d'un National Sports Policy. N'est-ce pas là un constat d'échec, Madame la Présidente? Dans des pays comme l'Inde, Trinidad et Tobago, Sainte-Lucie ou encore les îles Caïmans, un National Sports Policy a été élaboré après qu'il fut constaté que leur mouvement sportif ne fonctionnait pas comme il se devait. Et quand je disais l'année dernière que ce gouvernement n'a pas de politique définie pour le sport, nous avons aujourd'hui la preuve et cette mesure autour de laquelle se dégage déjà un parfum de scandale. En attendant que le ministre donne des précisions sur ce projet, on se pose déjà la question de savoir comment les 5 millions qui seront consacrés à la préparation d'un National Sports Policy vont être dépensés. Le constat d'échec, Madame la Présidente, est évident. Selon les programmes qui ont été identifiés pour l'élaboration de ce National Sports Policy, le ministre des Finances a mentionné une fois de plus, une plus grande participation des jeunes filles aux activités sportives et bien sûr de se tenir à l'écart des drogues et autres problèmes de la société. L'échec est double dans ce cas de figure. D'abord, concernant la prolifération des drogues au sein de la jeunesse mauricienne, année après année, les ONG, les travailleurs sociaux et moi-même dans cette Assemblée avons tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences désastreuses de ce fléau, non seulement chez les jeunes, mais dans les familles mauriciennes. Et les statistiques sont là pour le prouver. Et le sport reste en toutes circonstances, Madame la Présidente, le moyen le plus efficace pour lutter contre les fléaux qui rongent notre société. Et pas besoin d'un National Sports Policy pour savoir que le mal est déjà fait et que trop de temps a été perdu. Et aujourd'hui, notre République se retrouve face à une génération qui a perdu ses repères. Il faut voir comment sont organisées les activités dans les centres de jeunesse à travers l'île pour se rendre compte à quel point ce ministère a failli dans sa tâche d'accompagner les jeunes dans notre pays. L'honorable ministre, je crois comprendre, a fait une tournée dans quelques centres de jeunesse ces dernières semaines. Et je pense qu'il a lui-même certainement constaté le manque d'activité dans ces centres. Et pour ne citer qu'un chiffre, la participation des jeunes dans les activités des centres de jeunesse est passée de 81 630 en 2014 à 67 895 en 2016. Et en 2015, ce chiffre était de 54 107. Que doit-on déduire, Madame la Présidente? Et ces chiffres, je le précise, sont tirés de l'Annual Statistical Report Youth and Sports de 2016. Madame la Présidente, l'échec par rapport à la participation des jeunes filles dans les compétitions sportives n'est pas un fait nouveau. Tous les responsables des fédérations sportives à Maurice vous diront à quel point la situation est dramatique. Rapport après rapport, cet échec a été constaté. Et pour vous donner un chiffre, il n'y avait en 2016 que 36 athlètes de haut niveau. Elles étaient 22 en 2013, 26 en 2014, 43 en 2015, parce que sans doute c'était l'année des Jeux des îles. Et en 2016, dans certaines disciplines comme le tennis, la boxe et le kickboxing, il n'y avait pas un seul élément féminin qui faisait le haut niveau. Qu'a-t-on fait depuis tout ce temps au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports pour remédier à cette situation? C'est pourtant bien le MJS qui organise des compétitions telles que les Jeux des jeunes, les Jeux de l'avenir ou encore les Jeux de l'espoir.
Qu'a fait ce ministère en constatant que le taux de participation des jeunes filles avait considérablement baissé? Absolument rien, pourrait-on dire. Car pour le National Youth Games, la participation est passée de 719 sur 2945 participants en 2013 à 552 en 2014 et 559 en 2015. Donc, combien de temps devons-nous patienter pour qu'il y ait enfin des actions en faveur d'une plus grande participation des filles dans les activités sportives? Et il est à espérer que le National Sports Policy prenne justement des initiatives et vienne de l'avant rapidement avec un vrai programme dans ce sens. Autre question sur ce dossier, et comment seront dépensés les 20 millions attribués pour les différents projets? Madame la Présidente, quant à la somme de 18 millions qui a été attribuée pour la préparation des athlètes en marge des Jeux des îles, j'estime que c'est une démarche tout à fait élémentaire. Toutefois, je souhaite vivement qu'il n'y ait pas d'amalgame entre ce fonds et celui qui est consacré de façon annuelle pour le fonctionnement des fédérations. Et je souhaite aussi, Madame la Présidente, qu'il y ait de la transparence dans l'allocation de ce budget de 18 millions, tant au niveau du ministère des Sports qu'au niveau des fédérations. Il faudrait qu'il y ait de l'équité dans la distribution de cet argent et qu'en retour, les fédérations fassent preuve de beaucoup de réalisme dans leurs demandes. Et la question est de savoir si à 2 ans des Jeux des îles, ces 18 millions vont être suffisants pour une préparation adéquate de nos athlètes. Personnellement, j'ai de sérieux doutes. Et je constate aussi qu'il y a une somme de 50 millions qui est prévue sous ce même item pour l'année financière 2018-2019. Et Madame la Présidente, à mon humble avis, il aurait été plus judicieux que les 18 et 50 millions soient répartis équitablement sur 2 années. C'est maintenant qu'il faut investir dans la préparation de nos sélections nationales pour espérer obtenir des résultats en 2019. L'année prochaine, nous serons à une année des Jeux. Il sera peut-être trop tard. Madame la Présidente, depuis décembre 2014, le ministère de la Jeunesse et des Sports a connu 2 ministres. Et l'actuel titulaire au poste est en fonction depuis février de cette année. Et il y a une certitude qui se dresse devant nous. Il n'y a eu aucune amélioration dans les fonctionnements et les prises de décision dans ce ministère. À ce titre, je vais vous citer quelques exemples pour soutenir mes dires. Le judo, Madame la Présidente, une discipline qui a tant fait honneur à la République de Maurice dans le passé, se retrouve depuis octobre 2015 dans une situation des plus confuses. La situation est telle que je crains le pire pour nos judokas, qui seront en lice pour les 10e Jeux des îles qui auront lieu en 2019, comme nous le savons tous, ici à Maurice. Je crains le pire, car à ce jour, la Fédération mauricienne de judo ne fonctionne pas. Il n'y a pas de dirigeants et les judokas sont laissés à eux-mêmes, sans direction, sans objectif et surtout sans compétition depuis plus d'une année. Nous sommes dans le flou, nous ne savons pas encore combien de temps cette situation va perdurer. Les judokas s'entraînent normalement, mais nous n'avons pas de compétition. Et là, ce sont les propos de la judokate Sarah Silva, médaillée d'or au dernier Jeux des îles, les propos rapportés dans la presse. Alors que d'autres soutiennent n'avoir participé à aucune compétition depuis une année. Depuis que la Fédération mauricienne de judo a éclaté en 1000 morceaux, aucune action n'a été prise pour la remettre sur les rails. Depuis février dernier, l'honorable ministre a appliqué la loi. Et je fais ici référence à la section 9 du SportSac pour mettre en place un comité temporaire qui a pour mission de remettre en place un comité directeur à la tête de cette fédération. Mais là encore, l'échec a été constaté. Et j'apprends que le ministère a décidé de dissoudre ce comité sans toutefois qu'aucune lumière ne soit aperçue au bout du tunnel. Dans cette même foulée, j'apprends qu'un nouveau comité temporaire sera mis sur pied pour une période de 18 mois. En attendant, ce sont les athlètes qui souffrent. Et j'ai bien peur, en raison de cette situation, qu'il faudra sans doute faire une croix sur nos espoirs de faire le plein de médailles d'or dans cette discipline, comme c'était le cas dans le passé aux Jeux des îles.
Dans ce même panier, Madame la Présidente, on peut mettre le football. Notre élimination dans les qualifications pour la CAN 2018 par les Comores, qui était jusqu'à un passé récent le souffre-douleur de toutes les équipes nationales de la région, est bien la preuve que le club M est quasiment à la dérive. Et là encore, vous conviendrez avec moi qu'il y a des inquiétudes légitimes à avoir à 2 ans des Jeux des îles ici à Maurice. Et là où le bas blesse quand il s'agit du football, c'est la formation. Au risque de me répéter une nouvelle fois, je dirais que c'est le parent pauvre du sport mauricien. En particulier, le football. Les écoles de formation fonctionnent toujours au petit bonheur en raison d'une absence de fonds et d'une stratégie mal définie. Qui ne se souvient pas de la bourde de l'ex-ministre des Sports qui avait annoncé ici même dans cette chambre, en grande pompe, la réouverture des écoles de football dans le pays, mais qui avait dû vite se raviser, puisque tout de suite après, ces mêmes écoles ont dû fermer leurs portes, faute de fonds disponibles. Une année après, les choses n'ont pas changé, et je constate qu'aucun fonds n'a été attribué dans les estimates sous cet item. Plus grave est que, comme son prédécesseur, l'honorable ministre des Sports, l'actuel, veut nous vendre du rêve à travers l'académie de football avec un famous club. Dans le sillage de la présentation du budget 2017-2018, nous avons constaté une réactualisation du projet phare du programme électoral de l'Alliance Les Peuples, l'Académie de football de West Ham. Pendant une semaine, Madame la Présidente, un dénommé Jan Hendon était à Maurice et a même rencontré le Premier ministre. Madame la Présidente, d'abord cette question. Jan Hendon est-il venu à Maurice au nom de la direction de West Ham ou en son nom personnel? Il y a trop de zones d'ombre qui entourent cette visite et qui ressemblent beaucoup à celle qu'avait effectuée l'agent politique Sam Allardyce en pleine campagne électorale de décembre 2014. En effet, dans les recherches que j'ai effectuées, j'arrive à la conclusion que ce monsieur, Jan Hendon, ne fait plus partie du staff de West Ham United depuis mai 2015. Du bluff, au moment où il devint le manager de Leyton Orient. Et selon les informations qui sont disponibles, Jan Hendon a été nommé en juillet 2011 Development Coach sous Sam Allardyce, qui était à l'époque le manager de West Ham, il est vrai. Puis il a été nommé First Team Coach en décembre 2012 jusqu'en mai 2015. Et par la suite, plus rien sur ce monsieur. Et j'ai des informations en provenance du monde footballistique anglais à l'effet qu'il n'a plus rien à faire avec le club de West Ham. Cherche-t-on à manipuler l'opinion publique une fois encore autour de ce projet fictif qu'est la mise en place d'une académie de football de West Ham à Maurice? Que l'honorable ministre vient de nous prouver le contraire. Et aux dernières nouvelles, Madame la Présidente, si l'honorable ministre des Sports l'ignore, Jan Hendon a été recruté en mai 2017 Director of Football de Billericay Town, une petite équipe qui espère grimper en 4e division anglaise. Il y a effectivement, vous en conviendrez, anguille sous roche dans cette histoire. Et cela me fait penser au recrutement en 2012 d'un certain Pietro Alatta, que mes collègues, je suppose, s'en souviennent. Effectivement, Pietro Alatta, qui avait été recruté, et que suite aux questions que j'avais posées ici même dans cette assemblée, il a dû quitter le pays rapidement. Madame la Présidente, je me demande au final si nous n'avons pas affaire à des bluffeurs. L'honorable ministre des Sports a été nommé depuis février. Et depuis, le comité d'organisation des Jeux des îles n'a toujours pas son Chief Executive Officer après la démission de George Cheng. L'organisation des Jeux des îles à Maurice en 2019 demeure plus que jamais un rendez-vous important pour la jeunesse de notre pays
et dans toute la région. Mais à 2 ans de ce rendez-vous, une menace pèse sur l'avenir même de ces Jeux et qui risque d'amoindrir le succès de cette manifestation en 2019. En effet, comme vous le savez certainement, la Réunion a placé une épée de Damoclès sur la tête de Maurice, avec la menace de ne pas participer à nos Jeux si une solution n'est pas trouvée sur la manière dont sont admis leurs athlètes. Et le mouvement sportif mauricien n'imagine pas un seul instant que nos amis de l'île Sœur soient absents à ces Jeux. Mais il semblerait que l'absence éventuelle des rayonnés ne pose pas de problème à notre ami ministre des Sports qui, au lendemain de la menace rayonnaise, a déclaré sur les ondes d'une radio, et je le cite, « On fera la fête quand même ». Voilà le type de réaction que nous avons pour témoigner du désintéressement de certains concernant ce problème, Madame la Présidente. J'espère que depuis cette déclaration à la légère, l'honorable ministre s'est rendu compte de la gravité de la situation et a compris qu'il devrait accorder toute son attention et tout le sérieux voulu pour trouver une solution durable à ce problème. Puisqu'on parle de problèmes auxquels aucune solution n'est trouvée, je dois ajouter la situation du Trust Fund for Excellence in Sports, et qui est sans Chief Executive Officer depuis une année bientôt. Doit-on penser que le ministre a des difficultés pour trouver des gens compétents pour travailler à ses côtés? Si tel est le cas, c'est très grave. Tout aussi grave, Madame la Présidente, l'absence de considération que le ministère de la Jeunesse et des Sports accorde aux handballeurs qui sont actuellement en préparation pour défendre les couleurs du pays pour les championnats du monde junior de beach handball qui se tiendront à Maurice en juillet prochain. Inconcevable, Madame la Présidente, que ces jeunes ont dû dormir sous des tentes pour pouvoir s'entraîner le lendemain, alors que tout le monde sait que des véhicules du ministère sont bien garés dans le parking et ne sont utilisés que pour les activités, certaines activités du ministère et du ministre en particulier. Madame la Présidente, je dois aussi dénoncer dans cette même lignée le fait que le ministre du Tourisme a ignoré une demande venant de la Fédération de handball. Il est un fait que ces championnats du monde de beach handball apporteront entre 600 et 700 touristes à Maurice, sans oublier l'impact médiatique de cette compétition dans le monde, puisque plusieurs journaux et sites spécialisés dans le handball parleront de Maurice. Quoi de plus normal que le ministère du Tourisme accorde son aide à l'organisation de cette compétition, comme c'est l'honorable Gaillane qui est à la barre au tourisme? Doit-on s'étonner que les portes de ce ministère soient restées fermées aux responsables de cette compétition? Je n'en sais rien. Et ce gouvernement veut nous faire croire qu'il a une politique juste et équitable? L'équité dans le sport est un point central, Madame la Présidente. Elle nous amène à comprendre notre position, voir notre niveau face à la concurrence dans la région, comme sur le continent. À ce propos, je voudrais saluer ceux et celles qui ont défendu les couleurs mauriciennes dans les compétitions africaines et qui ont gagné des titres, souvent dans des conditions difficiles, car je sais que la pratique du sport de haut niveau est exigeante et oblige les athlètes à des sacrifices considérables. Nous savons aussi que dans nombre de cas, la carrière d'un sportif de haut niveau est courte et que l'argent gagné au cours de cette carrière n'est jamais suffisant en raison des aléas liés à la pratique du sport de haut niveau. C'est pour cette raison que je continuerai à plaider pour une valorisation de ces athlètes de haut niveau par l'État, notamment en les assurant une porte de sortie après leur carrière. Si c'est sans doute normal d'assurer une pension à ceux qui ont défendu avec brio les couleurs nationales, il est aussi, Madame la Présidente, tout à fait normal qu'avant ne vienne la pension, vient le travail, mais aussi la valorisation. La valorisation du sport et des sportifs aussi passe par une politique équitable dans la pratique du sport, même au niveau amateur. Comment donc valoriser cette pratique, surtout qu'il est désormais reconnu que le sport a des effets bénéfiques indéniables sur la santé, quand les collectivités locales, elles, décident d'augmenter les frais de location des salles de sport.
Et récemment, dans un passé récent, pourrait-on dire, le Mauritius Sport Council, sous la présidence de la toute-puissante conseillère du Premier ministre, Madame Rawat Karimji, qu'il faut le rappeler, elle-même une ancienne athlète, avait donné le tempo en augmentant tous les frais de location des sites sportifs. Et aujourd'hui, nous constatons que des collectivités locales, telles que la mairie de Wakwa-Phoenix, a décidé d'augmenter de 100% les frais de location des courts de badminton, de squash et des terrains de foot synthétique. Quel drame pour un pays qui bat tous les records des maladies comme le diabète et l'hypertension. Au lieu de prendre des décisions pour encourager la pratique du sport, ce gouvernement fait tout le contraire. Et comment non plus ne pas dénoncer, Madame la Présidente, toute cette supercherie qui entoure désormais l'organisation du football professionnel à Maurice. L'année dernière, j'avais attiré l'attention de cette Chambre sur le problématique qui existe dans l'attribution des 26 millions de l'État dans les caisses de la Mauritius Professional Football League Limited. Aucune indication sur le montant qui sera alloué pour l'année financière 2017-2018 dans ce présent budget au football professionnel, sauf qu'il sera financé par le Lottophone. Depuis 3 ans, le gouvernement investit des millions et des millions dans ce projet. Je le redis, loin de moi l'idée d'être contre le fait que l'État finance le football professionnel. Mais je suis de ceux qui croient qu'il est important que la transparence doit primer dans la gestion des fonds qui sont alloués à cette compagnie privée. Tel n'est pas le cas, car la MPFL, semble-t-il, n'est redevable envers personne. Et aujourd'hui, que constatons-nous, Madame la Présidente? La MPFL est en situation financière critique et un arrêt de ses activités après la fin du championnat ce dimanche n'est plus une rumeur, mais une réalité. Pourtant, depuis 3 ans, le ministère de la Jeunesse et des Sports injecte des millions et des millions de roupies dans les caisses de cette compagnie. Depuis le mois de mai, la MPFL, la Ligue professionnelle, est presque en cessation de paiement vis-à-vis des clubs professionnels. Et selon mes informations, sur les quelques 300 000 qui reviennent chaque mois à un club pour assurer les salaires des joueurs, la Ligue professionnelle n'a déboursé que 100 000 roupies. Ce n'est en fait que le signe avant-coureur d'une situation qui va se dégrader davantage. Comme toujours dans de telles circonstances, ce sont les joueurs qui en font les frais. Les responsables des clubs n'ont cessé de lancer des appels de secours, Madame la Présidente, comme celui de Jean-François Paul, président de Rochebois Bolton City, dans un quotidien récemment, il y a quelques jours de cela, et je le cite. « Je ne sais plus quoi répondre aux joueurs, ils sont frustrés, je peux même les comprendre, car certains comptent sur cet argent pour faire bouillir la marmite et régler les dettes. Le comble est que la MPFL joue aux abonnés absents. Elle n'a même pas jugé utile de nous informer de la situation. » Fin de citation. Madame la Présidente, cette ligue avait été créée avec en toile de fond la promesse de créer une industrie du football à Maurice. Or, aujourd'hui, les joueurs sont dans le doute total. Bon nombre d'entre eux avaient délaissé leur travail pour devenir des joueurs professionnels. Désormais, l'espoir a laissé place à la désillusion. Et j'espère que l'honorable ministre des Sports, dans son intervention, viendra nous dire quelles seront les actions qui seront prises dans les plus brefs délais pour sauver le football professionnel. À ce propos, je voudrais mettre en exergue la nonchalance de la Mauritius Football Association qui a choisi la facilité en se lavant les mains des problèmes du football professionnel. Madame la Présidente, avec d'autres collègues de notre Assemblée, j'ai l'insigne honneur de siéger en tant que parlementaire au sein du Parlement panafricain, où nous essayons d'apporter notre contribution dans les débats autour de la problématique du développement en Afrique, ce continent auquel nous appartenons. Force est de constater que 50 ans bientôt après notre adhésion à la charte de l'OUA en 1968 et maintenant l'Union africaine, nous avons toujours cette mauvaise habitude de nous mettre en retrait par rapport à ce continent qui, je le répète, est le nôtre. En me référant au maigre paragraphe consacré à ce continent dans le budget, je constate qu'une fois encore, le gouvernement se met en position de nous et l'Afrique.
On nous parle de commission mixte pour consolider nos relations bilatérales. Madame la Présidente, est-ce qu'on peut, en 2017, alors qu'on évolue à la vitesse grand V en termes de relations régionales et internationales, avec des instruments modernes pour assurer la coopération et l'intégration régionale, nous cloîtrer derrière des instruments vétustes pour promouvoir nos relations? On ne peut faire face aux impératifs du développement d'aujourd'hui avec des instruments d'hier, tels qu'un système de commission mixte. D'ailleurs, tisser des relations avec une poignée de pays sur le continent ne peut nullement être qualifié de politique africaine. Il faut en finir avec cette terminologie mal inspirée de Mauritius Africa Strategy et contribuer à faire avancer le rêve panafricain en consentant des efforts en consentant des efforts pour l'émergence d'une Afrique intégrée, comme préconisé par l'acte constitutif de l'Union africaine. Madame la Présidente, dans cette année 2017, il est prévu qu'une zone de libre-échange continentale soit mise en œuvre. Pas un mot dans le discours du budget à ce sujet, alors que nous avons pleinement souscrit à ce projet ambitieux et d'envergure à travers notre adhésion au traité d'Abuja et encore notre soutien à ce projet lors d'un récent sommet de l'Union africaine. Au contraire, on nous parle de poursuivre des négociations en vue d'un accord de libre-échange avec la Chine, entre autres. Est-ce que nous avons étudié les contradictions qui puissent émerger en se faisant avec notre engagement pour une zone de libre-échange continentale? Madame la Présidente, nous venons de célébrer la journée de l'Afrique. C'était le 25 mai dernier. Cet événement est passé inaperçu dans le public. À ma connaissance, aucune manifestation officielle n'a été organisée pour marquer ce jour, pas même au niveau des établissements scolaires, mis à part un simple communiqué. Alors que nous avons entériné des décisions au niveau du continent pour valoriser et sensibiliser nos populations quant aux ambitions de notre continent. Pas un mot n'a été dit sur cet instrument d'intégration qui est le passeport africain. Ça fait rire, mais c'est le cas, pourtant entériné par nos représentants dans les instances décisionnelles de l'Union africaine. Madame la Présidente, il est prévu que d'ici 2020, l'obligation de visa pour la mobilité intra-africaine sera abolie et remplacée par un passeport africain électronique qui garantira la libre circulation des personnes sur l'ensemble du continent africain. Doit-on déduire que le gouvernement mauricien n'accorde aucune importance à la concrétisation de ce projet? On nous parle plutôt d'exploiter les avantages que représente le continent au lieu d'apporter notre pierre à son développement. Alors comment nous faire accepter comme Africains à part entière? Il ne faut pas seulement être partie prenante des grandes décisions, mais aussi de les mettre en œuvre avec conviction, tant au niveau national qu'au niveau régional et continental. Nous pouvons certes tisser des relations bilatérales avec d'autres pays du continent, mais cela doit se faire dans les paramètres de notre appartenance aux communautés économiques, régionales et de cette Afrique intégrée dont nous nous revendiquons. Madame la Présidente, avant de terminer, je souhaiterais dire quelques mots sur ma circonscription de Beaubassin-Petite-Rivière. Après l'épisode de la raffinerie pétrolière, nous avons pris connaissance cette fois qu'un Petroleum Hub sera une réalité en 2020 à Albion. C'est ce que j'appelle an insult to injury, non seulement pour les habitants de cette région, mais aussi pour tous ceux qui habitent dans les régions avoisinantes. Les habitants d'Albion ont dit haut et fort leur mécontentement et leur opposition à ce type de projet qui est tout sauf écologique. Du reste, il existe une plateforme citoyenne à Albion qui milite contre ce projet et dont les appels pour que ce gouvernement change de position sont restés malheureusement lettre morte. Comme beaucoup de projets de ce gouvernement, celui d'un Petroleum Hub à Albion est entouré de zones d'ombre. N'est-il pas temps que le gouvernement rende public tous les détails concernant ce projet? Y a-t-il eu une étude de faisabilité et environnementale qui a été faite sur ce projet? Si tel est le cas, qu'on rende public les conclusions de cette étude. Toujours dans cette partie de ma circonscription, Madame la Présidente, notamment à Canotte,
C'est ahurissant comment l'aménagement d'un terrain de football peut prendre autant de temps. Les habitants de Canotte parlent presque de 2 années de travaux qui ne sont toujours pas complétés. Une récente visite sur le site m'a fait comprendre que les travaux ont été abandonnés depuis plusieurs mois déjà. Et j'ai eu l'occasion d'entendre l'honorable Ragouba avant moi parler des centaines de millions qui sont investis, qui sont dépensés dans sa circonscription. C'est très bien, c'est tout à fait heureux pour lui. Mais qu'en est-il de la circonscription numéro 20? Un terrain de foot qui démarre 2 ans de cela, qui n'est pas complété, les travaux sont abandonnés. Est-ce que c'est logique? Donc, il est grand temps, Madame la Présidente, que les autorités concernées, dont le ministère de la Jeunesse et des Sports, assument leurs responsabilités afin que les travaux sur ce terrain de football, longtemps réclamés par les jeunes de cette localité, puissent être complétés dans un délai raisonnable. Et pour en revenir à la situation au morcellement et Hermitage à Coromandel, que j'avais évoqué l'année dernière, il est à constater que les choses n'ont guère évolué. Dans la bonne direction, rien n'a été fait. Cela malgré l'assurance donnée par le ministre des Infrastructures publiques lors des différentes questions parlementaires sur ce sujet. Et comme nous le savons tous, l'instabilité du terrain représente toujours un danger pour les habitants de cette région. Et ce n'est guère les promesses faites par le ministre des collectivités locales récemment dans son intervention qui vont rassurer les résidents de cette région de notre circonscription. Madame la Présidente, il est grand temps de passer de la parole aux actes. Donc, pour conclure, Madame la Présidente, je citerai l'écrivain français Stéphane Hessel, « Le temps de l'indignation est arrivé ». La population ne demande qu'une chose, des élections générales anticipées au plus vite, afin de sortir le pays du gouffre où ce gouvernement nous a entraînés. L'île Maurice a besoin d'une équipe propre, compétente et expérimentée à sa tête, et c'est tout le mal que je souhaite à notre pays. Je vous remercie.